Alinéa 6 du règlement, la parole est à Monsieur Jean-Louis Masson pour une durée indicative de 15 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Dans le texte que vous soumettez à notre examen, vous affichez votre prétention à transformer la fonction publique, Monsieur le Ministre. En réalité, il s'agit d'un enchevêtrement de dispositions techniques qui se résument à des ajustements technocratiques tendant, dans le meilleur des cas, à transformer le rôle des syndicats au sein de la fonction publique. Nous sommes lassés par vos manœuvres. Depuis bientôt 2 ans, le scénario est invariable. Vous pratiquez un bougisme politique dont les gesticulations tournent autour du triptyque, examen accéléré, ordonnance et effet d'annonce pour faire hurler les extrêmes. Malheureusement, ces stratagèmes politiciens engluent le pays dans un mortifère sur place, voire dans une régression, tant ces possibilités de redressement sont grévées par la faiblesse de votre crédit politique, abîmé jusqu'à l'anéantissement par vos pratiques. Il faut rompre avec cette caricature de débat démocratique. Nous n'avons assisté à rien d'autre qu'un enchaînement ininterrompu de tromperies. Loi de moralisation de la vie publique a fait une impasse quasi totale sur les conflits d'intérêts, et n'a en aucun cas contribué à restaurer la confiance, en témoigne la réaction épidermique à un récent recrutement à la Française des Jeux. La loi Asile-Immigration n'a pas réduit significativement les délais d'instruction et a élargi les possibilités d'immigration légale, notamment avec le regroupement familial. La loi Elan a provoqué un choc de l'offre inversée avec un effondrement des mises en chantier de logements. Pensez-vous que le prélèvement à la source soit une réforme fiscale? Je répondrai non, c'est de la pure ingénierie. La loi anti-casseurs, repoussée par les sénateurs LREM, avant d'être reprise ici par opportunisme, et déférée à l'examen du Conseil constitutionnel par le président lui-même. Avouez qu'il y a sûrement plus discret comme tentative de manipulation d'opinion. Plus on entend révolution, transformation en profondeur, effet waouh, plus nous subissons la stagnation et l'effet pchit. De timides ajustements de curseur, vos verbiages défient le sens des mots. Il nous rappelle ce passage des Caractères de la Bruyère, je cite, « Il y a en vous une chose de trop, qui est l'opinion d'en avoir plus que les autres. Voilà la source de votre pompeux galimatias, de vos phrases embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien. » Fin de citation. En l'occurrence, le texte sur la fonction publique, déjà frileux, a été édulcoré en commission. Vous ne gouvernez pas, vous tâtonnez. Au bout de 2 ans, vous en êtes à toujours multiplier les consultations, commander des rapports pour en tirer d'autres. Au fait, que contenait exactement le rapport CAP 21 que vous avez refusé de publier? En fait de modernisation et de gouvernance 2.0, vous déclinez à merveille l'administration des peines par Courteline dans Les Ronds de cuir, qui a été écrit en 1893. On perdrait son temps à débusquer le moindre commencement de clarification et de simplification. Or, les Français ne sont pas dupes de la vacuité de votre grandiloquence. Les écarts entre l'affichage, la réalité et les résultats provoquent l'immense défiance à laquelle vous devez faire face désormais. Conjugués à l'arrogance présidentielle, ils ont plongé le pays dans une crise qui s'éternise et qui coûte un pognon de dingue. Il en ira ainsi. Tant que vous refuserez de travailler au fond vos dossiers, vous y préférez la pensée en silo du marketing politique. Vous juxtaposez les dispositions sans vous soucier d'un cap, d'une cohérence d'ensemble. Allez, je vous dirais que vos raisonnements ressemblent à la déambulation d'un poulet sans tête. Aussi, d'une part, ne faudra-t-il pas
Vous étonnez de devoir traquer les angles morts de vos choix, ou plutôt de vos non-choix. Pour le texte qui nous concerne, gageons que d'ici quelque temps, vous aurez à reparler par exemple de l'absentisme, de l'attractivité de la fonction publique, de la paupérisation de la recherche publique, des entraves matérielles à la mobilité, etc. D'autre part, nous nous épuiserions à chercher des dispositions innovantes. Recours aux contractuels, déjà en vigueur. Départ volontaire, déjà en vigueur. Vous n'en modifiez même pas la nature, mais seulement les modalités. Occasion manquée de s'interroger sur les modalités de la rémunération des agents publics, d'y introduire pourquoi pas l'esprit de l'intéressement et de la participation. Où sont les questions de fond? Peut-on réformer la fonction publique sans réfléchir à la dépense publique? Précisément à l'urgence qu'il y a, tant pour notre souveraineté que pour ce que nous devons aux générations, de les réduire. Peut-on réformer utilement la fonction publique sans redéfinir auparavant le périmètre d'action de l'État, des structures et des moyens les plus efficaces pour assurer les missions de service public qui en découlent? Peut-on réformer la fonction publique territoriale sans clarification préalable des compétences des administrations locales? Peut-on réformer la fonction publique sans considération de proximité et partant sans une approche territoriale du sujet? Peut-on réformer la fonction publique hospitalière en devançant l'adoption d'une loi présumée porter une conception aboutie de la santé du XXIe siècle, chère à Mme Buzyn? De ces questions fondamentales, tout dépend. De ces questions fondamentales, dans votre texte, il n'est nullement question. En resserrant le focus, d'autres interrogations structurantes apparaissent. Doit-on avoir le même statut lorsqu'on juge, garantit l'ordre, enseigne, ou qu'on compte, administre, anime un centre aéré, une maison de quartier? Il faut voir ici une distinction sur un critère de souveraineté et non d'honorabilité. Faisons un pas de côté pour éviter un faux procès, à défaut de faire un faux pas. Envisageons un angle différent. Soigne-t-on mieux, moins bien, différemment lorsqu'on est médecin, infirmière ou aide-soignante statutaire, agent contractuel, soit public, soit privé ou libéral? Même interrogation lorsqu'on conçoit ou entretient un espace public. À mon sens, les réponses à ces questions dépendent davantage des qualités individuelles et collectives des personnes qui assurent ces missions plutôt que du statut dont elles bénéficient. Quoi qu'il en soit, il paraît curieux de faire l'économie de trancher ces points avant de se lancer dans une réforme efficace, juste et moderne de la fonction publique. Pourtant, comme trop de ses prédécesseurs, c'est la facilité à laquelle cèdent le président et son gouvernement. Laissons ces principes directeurs pour essayer de s'en tenir à ceux du pragmatisme, de l'efficacité et de la tenue des engagements présidentiels. Un constat d'insuffisance tombe immédiatement. En effet, je le répète, la loi de transformation de la fonction publique porte bien mal son nom. Elle élude la question du statut, de son périmètre d'attribution, soit, mais en plus, rompt-elle avec le principe de l'avancement à l'ancienneté? Fait-elle la chasse à la multitude de statuts particuliers, alors qu'à juste titre, on souhaite par ailleurs unifier les régimes de retraite? Pose-t-elle la question du temps de travail, du pantouflage, du cumul de fonctions, du cumul de responsabilités, du cumul de rémunérations qui diffèrent de la problématique de leur encadrement? Aborde-t-elle les zones grises constituées par la multiplication des structures satellitaires permettant de contourner les règles de plafonnement des salaires publics? Pose-t-elle la question de répartition entre fonctions support et fonctions opérationnelles? Rien de tout cela. Et rien qui n'autorise à penser que les objectifs du candidat Macron, à savoir la suppression de 120 000 postes, aient la moindre chance d'être tenus. Au contraire. Le renoncement à cet engagement par le président n'est qu'un demi-aveu, tant cette reculade est déjà contenue dans la non-réforme que vous nous avez présentée. On pourra objecter habilement qu'un certain nombre de dispositions relèvent du pouvoir réglementaire, certes, mais n'était-ce pas justement l'opportunité de restreindre cette possibilité exorbitante qui met les fonctionnaires en position d'édicter eux-mêmes les règles qui les concernent? Une nouvelle fois, on se gargarise de mots et on balance le projecteur sur des mesures qui se veulent symboliques. Les départs volontaires,
Les dispositifs existent déjà et ne fonctionnent pas. Les ajustements prévus n'auront pas davantage d'effet dans la mesure où, par exemple, on ne s'inquiète pas de réformer en profondeur les règles de la disponibilité. Qui va lâcher son statut quand il lui est loisible d'exercer jusqu'à 10 ans, soit 25% de sa carrière, ses talents en dehors de l'administration, tout en conservant ses droits, et notamment celui d'être réintégré d'office? En outre, réinterroge-t-on la pertinence de la mesure? N'est-ce pas là un risque de subventionner le départ des meilleurs éléments, de travestir des retraites anticipées? De fait, il est plus aisé pour un profil sûr de se recaser, de prendre la décision de lâcher son statut. Organiser la fuite des meilleurs à coups de deniers publics serait une cocasserie dramatique dans une période durable de ressources contraintes. L'ouverture élargie au recrutement de contractuels. Le Conseil d'État rappelle utilement que les possibilités sont déjà nombreuses et s'inquiète de l'opacité des nouveaux critères prévus par le texte. Par ailleurs, on nous ici de la même ruse stérile qui consiste à gesticuler autour du totem des 35 heures sans bien sûr jamais y toucher. On veut faire comprendre l'objectif de dévitalisation du statut à une frange de l'électorat qui est hostile en titillant les syndicats. Or, la réalité, le Conseil d'État la souligne clairement, la loi, dit le Conseil d'État, je cite, « ne remet pas en cause les grands principes qui gouvernent la fonction publique française, en particulier l'existence des statuts ». Fin de citation. En outre, cette mesure, ciblée essentiellement sur l'encadrement, ne posera-t-elle pas un problème d'attractivité d'évolution de carrière pour les meilleurs profils? Pourquoi passer un concours pour se faire souffler les postes par des profils venus du privé? Aucun souci de fond pour moi, sauf que la portée pratique est insuffisamment réfléchie. Autre grand absent de la loi, l'usager. Passons sur l'évidente absence de concertation pour constater amèrement que l'intérêt des administrés ne semble tenir aucune place dans ce texte. D'ailleurs, on chercherait vainement la trace dans l'exposé des motifs de la loi. Le gouvernement s'apprête donc à soumettre une loi d'ajustement technique, comme le constate également la Fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Dans le meilleur des cas, elle aboutira à la fluidification du dialogue social, à la consolidation des droits des fonctionnaires ou le renforcement s'agissant du handicap en particulier, ce dont nous nous satisfaisons pour eux, mais sans pouvoir garantir par ailleurs que cela améliorera la qualité du service public, ce qui devrait être pourtant, je le rappelle, la finalité prioritaire. D'autant plus prioritaire qu'on se fait une haute idée du service de l'intérêt général, ce qui est notre cas aux Républicains. Nul doute que cela a stimulé l'esprit combatif des parlementaires LR qui saisissent l'opportunité de déverrouiller le débat, en particulier de réintégrer dans la discussion le cas de la haute fonction publique laissé de côté par le projet de loi, curiosité qui s'explique que par le calcul politique ou pire, par la capitulation anticipée. La pratique du rétro-pantouflage, départ dans le privé et retour dans l'orbite de l'État, a démultiplié un entre-soi décisionnel insupportable. Il y avait un niveau d'exigence minimum auquel vous n'êtes pas parvenu à vous hisser, celui de l'engagement de l'écrasante majorité des agents publics au service de l'intérêt général. En outre, nous savons déjà que votre politique de grébouille, qui n'arrangera rien, coûtera plus cher aux contribuables, puisque vous avez notamment cédé aux syndicats les primes de précarité, un encadrement plus strict des ruptures conventionnelles, etc. C'est pourquoi nous réclamons le renvoi en commission de ce texte inabouti et impropre à entraîner la transformation que le pays, ses administrés et ses fonctionnaires méritent. Merci de votre écoute attentive et disciplinée. Merci, monsieur le député.